Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2021 et il est 18 heures. Je continue ma lecture de Vies et doctrines des philosophes de Will Durant. Et j'ai trouvé une autre partie d'un philosophe que je ne connais pas. C'est François Bacon. Alors je vais commencer à lire et comme bien souvent avec Will Durant, le début commence bien avant l'arrivée de François Bacon sur la scène de sa philosophie. Donc là, c'est d'Aristote à la Renaissance. La Renaissance où, sans doute, François Bacon a commencé à écrire. Et le peu que j'en sais de ce philosophe anglais, c'est qu'il a été tué par les puissants. Parce qu'à l'époque, ça se faisait bien d'assassiner les philosophes. Maintenant, ils ont quand même un peu plus d'envergure critique et de liberté d'expression. Alors je commence. Quand Sparte bloqua et réduisit Athènes vers la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, la cité mère de la philosophie et de l'art grec perdit la suprématie politique. La vigueur et l'indépendance de l'esprit athénien déclinèrent. Quand, en 399 avant Jésus-Christ, Socrate fut mis à mort, l'âme d'Athènes ne survécut plus que chez son fier disciple Platon. Et quand Philippe de Macédoine battit les Athéniens à Chéronée, en 338 avant Jésus-Christ, et qu'Alexandre réduisit en cendres la grande cité de Thèbes, 3 ans plus tard, l'ostentation qu'il mit à épargner la maison de Pindare ne pouvait dissimuler le fait que l'indépendance d'Athènes, dans le domaine politique comme dans celui de la pensée, était irrévocablement détruite. La domination de la philosophie grecque par le macédonien Aristote était l'image de l'asservissement de la Grèce par les peuples virils et plus jeunes du Nord. La mort d'Alexandre, 323 avant Jésus-Christ, accéléra cette décadence. Le jeune empereur, si barbare qu'il fût resté malgré toutes les leçons d'Aristote, avait appris à respecter la riche culture de la Grèce et avait rêvé de la répandre à travers l'Orient, dans le sillage de ses armées victorieuses. Le développement du commerce grec, la multiplication des postes commerciaux à travers toute l'Asie mineure avaient fourni une base économique à l'unification de cette région en tant que partie de l'empire hellénique. C'était les débuts de la mondialisation, d'un désir de mondialisation. Et Alexandre espérait que de cette factorie prospère, la pensée grecque, aussi bien que le commerce grec, rayonnerait et s'imposerait. Mais il avait compté sans l'inertie et sans la résistance de l'esprit oriental. Il n'avait pas mesuré l'étendue et la profondeur de la culture orientale. Parce qu'en fait, il est allé, je pense, mais bon, c'est à vérifier, essayer de conquérir les parties qui sont la Syrie, l'Iran, voilà, ces parties-là, qui avaient déjà une autre philosophie, qui avaient une culture bien plus ancienne finalement, et qui étaient déjà sur un mode de peut-être de lascivité, de plaisir,
une sophistication de vie déjà bien plus développée que celle qu'on rencontrait en Grèce. Je ne parle pas de la pensée et de la créativité philosophique, mais certainement qu'il y avait en Orient déjà des cultures très riches et anciennes. Il fallait une imagination juvénile pour supposer qu'une civilisation aussi jeune que la Grèce, aussi peu stable que celle de la Grèce, put s'imposer à une civilisation infiniment plus répandue et enracinée dans les plus vénérables traditions. Et là, ça me fait penser à quelque chose. Je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer aussi maintenant. La civilisation jeune, peu stable et puérile d'une certaine façon, qu'est la civilisation américaine, pense depuis longtemps, depuis qu'elle s'est imposée, depuis un siècle et quelques, qu'elle peut s'imposer aux civilisations anciennes, comme la Chine, comme l'Inde, comme voilà, peut-être même le monde iranien, etc., toutes ces parties, où la civilisation est encore extrêmement présente, la civilisation antique est encore extrêmement présente. Donc je pense qu'il y a une erreur de la part de l'Occident de penser en termes d'hégémonie, en termes d'empire, en termes de domination sur ces civilisations bien plus anciennes. C'est un petit peu comme si l'adolescent voulait rejeter déjà tout ce que dit le père, toutes les valeurs du père, qui a son expérience, etc. Rejeter son expérience et commander le père. Alors, c'est un peu logique en psychologie. Mais c'est une erreur au niveau de la société. Je pense que c'est une erreur, enfin, il fallait que ça soit comme ça, puisque ça s'est imposé, puisque l'Amérique s'est imposée, c'est qu'il fallait que l'Amérique s'impose, d'après la philosophie de la mécanique universelle. Mais il est temps maintenant de comprendre que la seule issue pour l'Occident de ne pas sombrer dans la décadence, c'est d'écouter les autres sagesses. C'est de rabattre son orgueil, de dévaluer ses prétentions à la domination, d'abattre ses idées impérialistes et d'établir des relations horizontales avec ces peuples. Arrêtez de guerroyer, arrêtez de provoquer, arrêtez de chercher à l'emporter, à gagner quelque chose. Non seulement on ne gagnera rien, mais ça accélérera simplement le processus de décadence qui nous guette, effectivement. Je pense que l'Occident ne pourra vraiment garder la tête haute, la tête hors de l'eau, se retrouver à égalité avec les civilisations émergentes, que si elle devient, si elle incarne les valeurs
qu'elle exprime, mais qu'elle n'incarne pas. L'égalité, l'égalité des chances, le partage, le soutien des plus faibles. Le bonheur pour tous, d'une certaine façon. Voilà. Si elle parvient à incarner ce que les révolutionnaires ont essayé d'apporter, que ce soit ceux de 1789, ceux de 1848, ceux de la Commune, les idées que Marx a imaginées, voilà, dans toutes ces... Et évidemment, les valeurs du libéralisme, une partie des valeurs du libéralisme, pour faire quelque chose, pour faire une société occidentale enviable, généreuse, bienfaisante avec les autres cultures, partageuse, etc. Nous avons en Occident tous les pays qui composent nos nations. En France, nous avons chaque pays du monde est représenté. Tous les pays d'Afrique sont présents en France. Toute cette jeunesse, par exemple, si on ne lui donne pas, il y a aussi l'éducation dans les valeurs occidentales, il y a aussi la philosophie, il y a aussi, etc. Toutes ces grandes valeurs-là sont à faire émerger et à incarner. Et bien, tous ces jeunes de tous ces pays en voie d'émergence, qu'ils soient chinois, qu'ils soient d'Amérique latine, qu'ils soient d'Afrique, qu'ils soient de l'Extrême-Orient, du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Ils sont présents chez nous. Donc, ce sont des ambassadeurs potentiels. Ce sont des liens avec ces pays, avec les pays, leurs pays d'origine, qu'ils ont dans le cœur, bien entendu, c'est tout à fait normal, comme n'importe quel fils d'immigré, comme n'importe quel immigré, fils d'immigré, et puis à plusieurs générations, au fond, il reste quelque chose un attachement avec le pays d'origine. Je suis extrêmement fier d'être français, je suis heureux d'être français, de donner tout ce que j'ai à donner à ce pays qui m'a permis de vivre, qui a accueilli mes parents, etc. Mais il n'empêche que mes origines italiennes, elles sont vivantes en moi. Même si je n'irai pas vivre en Italie, même si beaucoup de choses me déplaisent dans le caractère italien ou dans la vie en Italie, etc. Mais il y a quelque chose qui est comme ça. Et ça, c'est valable pour chaque pays, pour le Kenyan, pour le Marocain, pour le Yéménite, pour l'Algérien, pour le Tunisien, pour le Congolais, etc., etc. Pour le Chinois d'origine. Donc, si on aime, si notre société, si l'Occident décide d'aimer ses enfants issus de l'immigration, de les choyer, et tout en choyant aussi ces sous-chars, comment on pourrait dire,
voilà, les Français de souche, de, de les traiter de la même manière, correctement, le mieux possible. Eh bien, l'Occident disposerait d'un potentiel de, de liens, d'ambassadeurs énormes. Et là, il pourrait garder son, une partie, il pourrait rester dans, les, dans les civilisations de tête, on pourrait dire. Parce que c'est une énorme chance, justement, que bien d'autres, des autres civilisations n'ont pas d'avoir sur leur territoire l'ensemble des autres communautés, vivantes et énergiques. Voilà ce que je pense. La quantité asiatique se trouva trop grande pour la qualité grecque. Alexandre avait conquis tellement de territoires que c'était trop. Alexandre lui-même, à l'heure de son triomphe, fut conquis par l'âme orientale. Voilà. Quand on a les yeux et le cœur ouverts, on peut être que conquis par l'âme orientale. Il épousa, entre autres femmes, la fille de Darius. Il adopta le diadème et la robe des rois de Perse. Incroyable. Il introduisit en Europe la notion orientale du droit divin des rois. Et finalement étonna le scepticisme grec en annonçant dans un style d'une magnificence tout orientale qu'il était un dieu. La Grèce s'esbaudit et Alexandre s'enivra tant qu'il en mourut. Cette subtile infusion d'une âme asiatique dans le corps fatigué du maître de la Grèce fut rapidement suivie par l'introduction en Grèce de culture et de credo venus de l'Orient par ces mêmes voies de communication que le jeune conquérant avait frayées. Voilà, en fait, sa conquête avait fait des routes pour faire venir sa conquête par les Grecs, la conquête grecque vers l'Orient, avait fait les routes, avait pratiqué les routes vers lesquelles l'Orient pouvait revenir en Grèce, rentrer en Grèce et apporter sa culture, sa propre culture. Les digues, c'est peut-être ce qui se passe avec la colonisation. La France a colonisé l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, les pays africains, les pays asiatiques, etc. Et quand le reflux a été obligé, quand il a fallu abandonner les colonies, eh ben, le flux est venu dans la suite. Chose qui est tout à fait logique. Les Anglais, c'est la même chose avec l'Inde. Voilà, ils ont les Indiens ont amené leur culture et enrichi la culture. Et c'est comme ça que l'humanité avance et c'est comme ça qu'elle va vers sa perfection qui est universelle, unie. Tant que l'humanité ne sera pas complètement unifiée, en paix et totalement consciente d'être qu'une seule entité, donc le racisme, les xénophobies, enfin tout ça aura disparu, elle n'aura de cesse de chercher à atteindre cela. Elle ne peut pas faire autrement. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des moments de recul, de grand, de grand racisme, par exemple 39-40, voilà, un Hitler il monte et
il réinjecte dans l'esprit européen un racisme incroyable envers les, les Slaves, envers les Russes, envers les Tziganes, les Juifs, voilà, etc. Donc, il réduit, il ramène, il survolte les racismes dans toute l'Europe, parce qu'en fait, si on stimule le racisme, c'est très facile de le reprendre, quoi, hein, parce que pour les cerveaux qui ne se donnent pas la peine de bien de réfléchir, d'avoir un esprit critique développé, eh ben, si on leur dit que c'est la faute de tel ou tel, que les Slaves sont destinés à être nos esclaves, que voilà que il faut écarter tous les non conformes à notre race, eh ben les gens vont suivre ces idées-là, une grande partie, et les autres se tairent parce qu'ils vont être sous la peur de parler, parce que ces régimes-là imposent la peur après tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé avec le nazisme, qui a rayonné en France et partout, en Amérique, etc. Il y a eu des mouvements fascistes qui se sont développés. Mais à la sortie de ça, eh ben, c'est l'universel qui est revenu encore plus fort, encore plus important, encore plus dense. Et donc, le pire, évidemment, fait un peu refluer comme une marée, mais pour revenir encore plus fort à la charge et faire tomber les falaises, les morceaux de falaise à chaque fois, jusqu'à arriver à l'unité, le plat. Voilà. Les digues renversées ouvrirent à l'océan de la pensée orientale les basses terres de l'esprit européen encore adolescent. Voilà, l'esprit européen encore adolescent. Les digues renversées ouvrirent à l'océan de la pensée orientale les basses terres de l'esprit européen encore adolescent. C'était un apport de la civilisation orientale, bien plus âgée, bien plus sage, bien, voilà, bien plus puissante. Et c'est pour ça que dans ma théorie, je démontre que ce n'est pas, c'est toujours les plus archaïques qui dominent une civilisation euh, plus forte, plus évoluée. C'est-à-dire que, en fait, il faut être beaucoup plus archaïque pour être plus cruel, pour être euh, pour pouvoir dominer par la force, en fait. C'est-à-dire que les conquistadors étaient bien plus primitifs que les peuples qu'ils ont vaincus. L'Europe était bien plus primitive que les peuples qu'ils ont colonisés. Même si au niveau technique, technologique, technique, etc., c'était pas au même niveau, même peut-être au niveau politique, au niveau organisation, mais au niveau philosophique, au niveau psychique, ils étaient beaucoup plus loin. Au niveau spirituel, ils étaient plus loin déjà. Les croyances mystiques et superstitieuses qui s'étaient ancrées chez les populations pauvres de l'Hellade se renforcèrent et se propagèrent, et l'esprit oriental, apathique et résigné, trouva un sol tout préparé dans une Grèce décadente et découragée. C'est exactement ce que l'Europe est en ce moment, et c'est à cause du fait que les dominants en Europe ne s'occupent pas correctement de leur peuple.
depuis 40 ans, ils les ont plongés en dépression. Et le fait de ne pas laisser s'exprimer et de neutraliser par la violence les révoltes, qui étaient censées faire sortir l'Europe de la France comme chef de file, la faire sortir de sa léthargie, changer les valeurs, faire évoluer les droits sociaux, les acquis sociaux, revenir à quelque chose de beaucoup plus social, beaucoup plus humain, beaucoup plus qui s'occupe des nécessiteux, des plus pauvres, etc. De sortir de l'élitisme, de sortir de cette nouvelle aristocratie, de cette violence qu'impose le néolibéralisme. Et bien, en écrasant la révolte, elle a pas permis de sortir de la décadence et du découragement. Très peu, quoi. Voilà. Ça a juste un petit peu fait sortir à peine la tête. Mais ça n'a pas libéré la France de son découragement, de sa dépression dans laquelle le néolibéralisme l'a plongé. C'est le néolibéralisme qui l'a plongé dans cet état-là. Et donc, on est extrêmement vulnérable dans cet état de dépression. Parce que les civilisations, la civilisation chinoise ne doute pas. Elle est neuve dans sa pensée. Et c'est pas pour rien que, en voyant ce qui s'est passé en Occident, les Chinois, là, en ce moment, les gouvernements chinois parlent d'installer, de privilégier le bien-être de tous, de réduire, de raboter justement les disparités entre riches et pauvres. Donc de s'occuper correctement de leur classe pauvre. Et je l'ai écrit sur Twitter, et si l'Occident ne comprend pas ça et ne le fait pas, eh ben, la décadence est assurée. En fait, c'est l'Occident qui provoque sa propre décadence. Si l'Europe n'est pas capable de redevenir sociale, généreuse pour les plus faibles, de réduire les écarts entre riches et pauvres, de vraiment faire tomber le racisme, toutes les valeurs négatives, c'est la décadence assurée. Voilà. L'introduction à Athènes de la philosophie stoïcienne par le marchand phénicien Zénon, vers 310 avant Jésus-Christ, n'était que l'une des innombrables infiltrations de l'Orient. Et oui, le stoïcisme est venu de cette pensée orientale. Le stoïcisme et l'épicuréisme, l'acceptation apathique de la défaite et l'effort pour l'oublier dans les bras du plaisir, c'était ça, la civilisation, elle était déjà bien plus sophistiquée en Orient, et elle était dans les bras du plaisir. Depuis longtemps, ils avaient compris que vivre, l'intensité de vivre était supérieure à l'intensité de dominer, etc. Étaient tous deux des théories faites pour montrer comment on pouvait être encore heureux, bien que subjugué et asservi. De même que le stoïcisme pessimiste de Schopenhauer et l'épicurisme désespéré de Renan furent au XIXe siècle les symboles d'une révolution brisée et d'une France meurtrie. Voilà, la révolution brisée. Si on brise la révolution, on a une France meurtrie. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'a fait le néolibéralisme en jugulant et en étouffant la révolte au lieu de l'écouter et
d'y répondre favorablement, correctement, par amour, par bienveillance. La rigueur, et c'est là où moi je pensais qu'il y avait quelque chose de positif dans cette élection précédente, l'élection qui est actuellement au pouvoir. Mais en fait, la répression a été... je comprends que la peur ait amené une répression violente. Mais c'est que la peur et c'est pas la réflexion. La réflexion était qu'il a manqué d'amour pour ce peuple. Parce que c'est par amour que ça pouvait vraiment se réaliser. Et que ça pouvait s'apaiser. J'avais écrit dès le début de la révolte des Gilets jaunes. Allez parler avec ces Gilets jaunes. Parlez avec ces leaders Gilets jaunes qui sont importants. Donnez-leur l'importance qu'ils méritent parce que ils parlent bien quand ils passent dans les médias, la plupart d'entre eux. Ils sont généreux. Ils savent ce qu'ils recherchent à travers cette révolte. Ils savent ce qu'il faut changer. Allez parler avec eux, apaiser la chose. Faites en sorte de faire évoluer la France dans le bon sens. Ça n'a pas été écouté. C'est dommage. C'est comme ça. Voilà pour la première étape de cette réflexion sur François Bacon, où il n'est pas encore arrivé sur les planches. François Bacon. Ça sera pour plus tard. Au revoir.